Ne parlez pas trop près, très bien. Je sais que tout le temps on me coach. L'équipe me coach et c'est surtout les femmes qui me redressent. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Alors très bien, je me laisse faire. Content aussi que notre vice-président soit là, M. Kader Abdeloued, du Centre social Jacques Brel. Rassurer aussi que tout le monde soit là, les collègues des centres sociaux, de loin, de Saint-Martin-de-Crau, des amis qui viennent de partout et de Marseille, une délégation de l'AFAP, Association des familles africaines de Provence, dont le président est là, M. Ndiaga Diallo. Derrière aussi nos amis phocéens qui font dans la solidarité internationale. Voilà, plein de gens, des visages que... Ligue des droits de l'homme, Ouest-Provence. Ligue des droits de l'homme, Ouest-Provence, très bien. Et MJC de Martigues aussi. Voilà, et bien très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venus si nombreux. Et puis nos amis du Soudan, je crois, ou le Soudan. Voilà, merci d'être venus. Donc à cette rencontre, je laisserai à Suzanne le soin de présenter Marie-Jo. Mais je voudrais juste, moi, ce livre aussi est à vendre tout à l'heure. Hein, il vaut 10 €. Donc pour ceux qui le voudraient, pour tout ce travail qui a été fait, si vous voulez aussi compléter votre information et continuer votre interrogation, donc vous pourriez vous le procurer tout à l'heure, dédicacé en tout cas par son auteur aussi. Une immigration non choisie, histoire de demandeurs d'asile du Darfour, Soudan. Moi, ça m'a beaucoup vraiment marqué d'avoir lu ce petit passage. Je n'ai rencontré que des survivants. Il y en a qui sont là-bas derrière. Ceux qui ont vu leur village attaqué, leurs maisons brûlées, ceux qui ont enterré leurs morts, ceux qui ont fui en se cachant pour atteindre une ville plus sûre ou un camp de réfugiés, ceux qui ont été capturés, emprisonnés, torturés, ceux qui ont pu s'échapper de prison, ceux qui ont traversé le Sahara, ceux qui ont travaillé clandestinement en Libye pour pouvoir payer leur traversée de la Méditerranée, ceux qui ont touché terre après un périple épuisant, ceux qui ne parlent pas la langue du pays où ils abordent. Qui sont ces hommes et parfois ces femmes qui demandent l'asile en France? Vaste question, on en a une petite idée. On laissera à Suzanne le soin de présenter Marie-Jo, qui pourra peut-être nous parler de ces hommes et de ces femmes que l'actualité internationale nous montre tous les jours, et nous sommes parfois révoltés, écœurés, désemparés, parce qu'on ne sait pas aussi quoi faire. Et je pense que ce type de rencontre permet d'abord d'avoir une réflexion, et puis au-delà des images de la télé, de voir des hommes vivants, ceux qui sont vivants, qui viennent à notre rencontre et qui peuvent aussi témoigner de ce qui se passe sur un des bassins les plus inégalitaires au monde, le pourtour méditerranéen, où des gens quittent un continent assez pauvre économiquement ou financièrement et qui veulent aller en Europe, traversant cette Méditerranée avec tous les drames que l'on connaît, que ce soit du côté de l'Italie, du côté de la Libye, du côté d'autres coins de ce vaste territoire, la Méditerranée. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir, Marie-Jo, un honneur pour nous aussi, pour avoir parcouru un peu votre livre, et de vous laisser avec votre amie, Suzanne. Et merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu à cette invitation de l'association Écoute-Voir et du Centre social Jacques Brel. Le premier merci, j'adresse d'abord à Diop, parce que c'est vrai que nous sommes des amis depuis très longtemps, mais il est toujours partant. Donc ça, c'est merveilleux dans l'époque actuelle de trouver des gens qui sont toujours d'accord pour prendre des risques, y compris d'avoir personne éventuellement, ou 3-4 personnes, ou voilà. Donc merci à toi Diop, parce qu'on a organisé ça quand même très rapidement. Merci à toutes ces personnes présentes. Et puis juste, moi je ne vais pas présenter Marie-Josée Kebiana, parce que c'est une grande dame, elle pourra se présenter elle-même, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Juste pour dire que bon, c'est une première rencontre qu'on organise cette année. On a déjà des projets pour l'année prochaine, mais bon, ça se construit bien entendu. On a fait le choix aussi de passer un documentaire donc, qui est diffusé par la CIMAD et dont l'auteur Cyril Mourakioli
qui se cache là-bas est présent ce soir et nous a fait l'amitié de venir. Et donc, j'assume le choix de ce documentaire parce que c'est un documentaire justement qui se passe donc à Nantes et avec des migrants qui ont réussi leur installation ici. Bon, c'est assez remarquable puisque on ne peut pas dire qu'actuellement notre pays est très accueillant, on va dire. Et puis comme ça, ben, ça va donner aussi un peu une note d'espoir et une note un peu plus optimiste par rapport à la situation que vivent actuellement les migrants. J'ai assez parlé, je vous remercie encore. Donc, je passe la parole à Marie-Josée qui va la garder pour un petit moment. Ok. Bon, et ben, bonsoir à tous. Je suis très contente de voir tout ce monde à Port-de-Bouc que je ne connaissais pas avant d'y être arrivée il y a 1 heure. Voilà. Alors moi, je suis ethnologue, donc je m'intéresse à ce que vivent les gens, mais d'un point de vue global, c'est-à-dire aussi bien leur économie, leur organisation sociale, leur organisation religieuse, bien qu'ils soient musulmans. J'ai beaucoup travaillé sur les survivances pré-islamiques dans cette région. Et donc j'ai travaillé et au Tchad et au Soudan sur la longue durée. J'ai commencé en 1956. Voilà, et je continue à travailler. Alors là, je vais vous parler uniquement du Darfour et uniquement des migrants que je suis depuis 2005 et qui viennent chez moi régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de moi, leurs parents me connaissent et bon, je suis pour eux une amie, quelqu'un un peu des leurs. Et donc, je les aide à faire leur dossier OFPRA, à faire leur demande CNDA. Et on travaille beaucoup. Et généralement, on a de bons résultats pour ceux qui arrivent ici. Voilà. Alors, je vais quand même vous dire un peu où est le Darfour. Est-ce que c'est que le Darfour? Beaucoup le connaissent, mais peut-être pas tous, je n'en sais rien. Alors, voilà, on a mis des cartes. Alors, le Darfour sur la carte de l'ensemble, voilà, le Soudan est ici. Hein, ça c'est assez connu. Et le Darfour, le voilà, cerné en rouge. C'est un grand pays, à peu près comme la France, 500 000 km², mais 6 à 7 millions d'habitants. Alors, il confine au nord à la Libye. Il a une frontière commune avec le Tchad sur plus de 600 km, frontière complètement poreuse, et avec la RCA au sud. Bon, c'est une région donc très étendue, mais surtout qui présente l'aspect d'avoir le nord pratiquement désertique, mais désertique, ça ne veut pas dire qu'il soit vide d'habitants. Uniquement pendant certaines périodes de l'année, les troupeaux doivent s'y rendre. Alors toute cette zone est désertique, mais quand même habitée. Là, une zone sahélienne, là, une zone arborée beaucoup plus importante, et au centre, un massif montagneux, les monts du Djebel Mara, qui sont un véritable réservoir d'eau pour le pays. Mais faut-il encore que cette eau soit exploitée? Donc là, 6 millions d'habitants, variés. Bon, on va peut-être regarder la carte. Alors voilà, ça je vous montre quand même. On laisse 2 secondes sur le camion, c'est la photo de couverture. Et c'est souvent, pas toujours, ces transports que prennent les migrants pour arriver jusqu'en Libye et après arriver au bord de la Méditerranée. Là, parmi eux, il y a peut-être quelqu'un, mais c'est le transport habituel de ces routes et de ces pistes qui sont des pistes de sable où il faut toler pour marcher et où on fait si tout se passe bien, 20 km à l'heure.
Alors ça, elle est un peu, elle n'est pas très bien cette carte, mais vous voyez, ça c'est un village incendié. Après, on y viendra plus tard. C'est un village incendié au moment de l'attaque du village. Et voilà la carte détaillée. Alors c'est intéressant parce que ça vous montre les différentes populations, c'est-à-dire les Arawa au nord, les forts dans le centre, les forts ici dans Jebel Mara, les Massalites au sud de Djenena, un peu partout les gens qui sont dispersés, et les populations arabes, celles qui... Excusez-moi, monsieur. Les populations arabes sont en noir, c'est-à-dire c'est celles qui attaquent les villages. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une péjoration climatique très importante dans les années 70 et dans les années 85, et une première migration interne des gens qui sont descendus et allaient s'installer dans les régions plus pluvieuses où ils pouvaient quand même s'alimenter. Et à ce moment-là, les nomades en ont profité pour descendre aussi et pour s'attaquer à eux et s'installer chez eux. Et on fait une espèce de politique de terre brûlée dans toute la région. Et donc on incendié les villages comme celui que vous voyez là. Alors la suivante, après je vous montre, ça c'est un village détruit. Apparemment il est encore paisible. Les fondements en bois sont simplement en terre et en pierre, sont simplement noircis, et les maisons n'existent plus. Les arbres sont brûlés. Voilà un village qui a été incendié, mais qui apparaît comme ça maintenant. La suivante. Voilà, ça c'est un grenier. Les greniers sont des immenses poteries à l'intérieur de la case, et c'est un grenier détruit. Les céréales ont été pillées, emportées, et voilà ce qui reste du village. La suivante. Voilà, et ça aboutit à ce camp de réfugiés énorme. Vous voyez les premières cases qui sont là, mais dans le lointain, tout est blanc. Et ça, c'est un village, alors que le village normal est de 200, 300 habitants, 1000 pour les gros villages. Et là, c'est un camp qui regroupe 100 000 personnes. La suivante, on va chercher de l'eau. Voilà un autre camp où les gens ont reconstitué un petit peu leur habitat. Au loin, c'est toujours la même chose. Et se mettre juste sur le dessus des toiles pour les préserver de la pluie. Mais il ne pleut pas tellement souvent. Et voilà, un autre camp. Alors celui-là est au Tchad, à Gouzbeida, et c'est un camp de réfugiés, puisqu'il y a cette frontière entre les deux pays, et les gens, les Massalites en particulier, qui sont de part et d'autre de la frontière, mais surtout du côté Soudan, se sont réfugiés dans ces camps au Tchad. Alors nous avons à la fois des déplacés, c'est-à-dire les gens qui sont dans des camps dans leur propre pays, et des réfugiés qui sont installés qui sont de l'autre côté de la frontière. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a là-dessus comme photo. Bon, alors voilà. Alors je garde le micro. Bon. Alors donc, cette frontière est très poreuse, et les uns et les autres
passent allègrement d'un côté à l'autre et se font même une espèce de guerre par procuration. Les gens dans ces deux pays, il y a deux dictateurs. Au Soudan, il y a Omar el-Béchir et au Tchad, il y a Idriss Déby. Quand les gens de Idriss Déby ne sont pas contents, ils vont au Soudan. Et quand les gens de Omar el-Béchir ne sont pas contents, ils vont au Tchad. Et ces deux frontières sont très, très perméables. Alors, surtout, ce Darfour, donc, j'aime mieux dire Darfour, Dar qui veut dire pays en arabe, fort, le pays des forts, mais en France on dit Darfour, et partout c'est écrit en un seul mot. Bon, alors ce pays donc a une diversité pluviométrique très variée, vous l'avez vu, et la végétation subséquente, vous l'avez vu aussi. Alors le sud, bon, je l'ai vu, le sud. Dans le nord, on a au mieux 50 à 150 mm d'eau par an, quand il pleut, mais quelquefois plusieurs années sans pleuvoir, et au sud, entre 500 et 600 mm. Par contre, au Djebel Mara, qui est à 3000 mètres d'altitude, c'est un véritable réservoir d'eau. Alors 6 à 7 millions de gens, je vous ai dit, essentiellement des gens de la terre, c'est-à-dire des éleveurs de chameaux, de vaches, de moutons, de chèvres, et quelques commerçants aussi, et des militaires. Quelques jeunes ont été scolarisés et poursuivent leurs études universitaires. Ils n'en sont pas moins menacés tout le temps parce qu'ils font des groupes de défense de leur pays, des associations de leur pays pour aider leurs frères à vraiment la situation, et ils sont aussi pourchassés. Les langues propres de ce pays, chacun a sa langue. Les Arawa parlent le Bélia, les Dadjo parlent le Dadjo, les Massalites parlent le Massalite. Il y en a deux qui ont abandonné leur langue depuis longtemps. C'est les Berti. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Soudanais parmi vous. Il y en a 3 là-bas. 3 là-bas. Ils sont derrière. Donc aujourd'hui, on est tous Soudanais. On est tous Soudanais. Voilà. Alors ceux qui ont abandonné leur langue, les Berti et les Tunjur. Donc c'est le plus difficile, les Tunjur. Et ils ont été vaincus par les forts et ils ont abandonné leur langue chaque fois en adoptant la langue majoritaire dans le pays. Alors il y en a qui parlent, les Tunjur réfugiés au Tchad parlent le Maba. Les Tunjur qui sont dans le milieu fort parlent le fort, etc. Mais non pas une langue propre. Et puis, la langue véhiculaire utilisée par tous pour les besoins de commerce, c'est l'arabe soudanais. Mais là, ça pose un vrai problème au niveau de l'OFPRA, parce que, bon, moi je vous parle toujours des réfugiés, monsieur, parce que on leur dit vous parlez arabe, et on leur donne soit un maghrébin, soit un marocain, enfin c'est un maghrébin aussi, soit un autre, un irakien ou autre, et il n'y a pas intercompréhension entre les gens. Et bon, moi j'ai beaucoup fait pour qu'on utilise à l'OFPRA la langue vernaculaire des gens, et c'est maintenant une chose faite. Au début, ça ne marchait pas parce qu'on disait c'est pas possible, on va trouver un Zarawa, mais c'est un réfugié, il va être partie prenante, etc. Bon, et maintenant, ça marche. Alors, dans ce pays, très peu de voies de communication. Il y a un chemin de fer qui va de Port-Soudan, c'est-à-dire de la mer Rouge, jusqu'à Niala. Alors, de la mer Rouge jusqu'à Niala, qui est au sud du Djebel Mara. Mais ce chemin de fer est abandonné depuis 2003, depuis les hostilités. Alors il y a maintenant des avions intérieurs
Avant, il y avait un avion qui allait à El Fasher. Maintenant, il y a des avions qui se posent un peu partout, à Nyala et à Djennéna. Les pistes sont les pistes que vous avez vues sur la première photo, qui sont des pistes en sable, parcourues par des gros camions. Et il y a une seule route goudronnée qui va de Nyala à Zalingué, mais qui n'est pas entretenue. Donc il y a des trous énormes et généralement les voitures ne passent pas sur la piste, mais passent à côté. Voilà. Alors quel est le conflit qui a endeuillé ça, endeuillé ce pays? Il y a eu des revendications légitimes de la part des populations du Darfour. Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Une meilleure répartition des ressources et un Soudan vraiment fédéral. Ils demandaient essentiellement des écoles, des dispensaires et des routes. Alors ces revendications ont coïncidé avec cette période de sécheresse dont je vous ai parlé et donc a amené la descente massive d'éleveurs du Nord qui ont envahi le Sud et les chefferies n'étaient pas assez fortes pour résoudre ce conflit entre éleveurs et pasteurs. Donc le gouvernement central n'a rien apporté comme amélioration, mais a eu qu'une seule politique, c'était la répression. Et il a utilisé, Omar el-Béchir a utilisé ces nomades qui sont devenus ce qu'on appelle maintenant, peut-être que vous avez entendu parler de ce nom, des Janjaouides, qui sont à la tête de ces troupes et qui se disent on va mettre le feu à ces villages, voler les animaux de ces gens et les emprisonner ou les faire partir et puis s'installer à leur place. Alors Omar el-Béchir a été condamné, ça fait 27 ans qu'il est en poste et qu'il se fait réélire chaque fois en faisant réviser la Constitution quand c'est nécessaire. Donc il est condamné depuis 2009 et 2010 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et apparemment il n'en a pas peur et il n'est pas emprisonné. Mais par contre, un des chefs janjaouides, qui s'appelle Moussa Hilal, a été, il y a 15 jours, avec les siens, arrêté. Donc ça laisse peut-être un petit espoir. Donc c'est cette situation qui a déclenché ce conflit et qui petit à petit, les gens sont venus en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités de vivre chez eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? En 2003, il y a eu en même temps que ce mouvement des Janjaouides, il y a eu une réaction de la population. Et il y a eu deux mouvements rebelles, entre guillemets, deux mouvements résistants, je dirais, moi. La SLA, Soudan Libération, la SLM plutôt d'abord, Soudan Libération Mouvement, qui est rapidement devenu la SLA, Soudan Libération Armée, qui avait qui a toujours à sa tête un fort, et le GEM, le Mouvement pour la justice et l'égalité, qui a à sa tête un Zarawa et des forts. Malheureusement, les regroupements sont presque toujours ethniques. Il y a un chef fort, les forts vont aller avec ce mouvement, il y a un chef Zarawa, les Zarawa vont avec ce mouvement. Alors en 2003, ces deux mouvements ont fait un raid très victorieux sur l'aéroport d'El Fasher. Ils ont tiré sur les hélicoptères qui étaient au sol, ils ont détruit 2 avions et 5 hélicoptères, ils ont enlevé le commandant de la place et ils se sont emparés de nombreux véhicules.
Donc c'est ça qui a provoqué ensuite, de la part du gouvernement, une répression massive sur tout le Darfour. Et dans les années 2003, 2004 et 2005, tous les villages ont été incendiés et les gens obligés de partir et obligés de s'exiler. Voilà. Alors ça, c'est pour vous dire un peu quelle était la situation quand le premier personne qui est venu chez moi en 2005, c'était un Zarawa qui venait de Labado. Labado, il avait déjà eu une première migration, si vous voulez, climatique, puisqu'il était parti de son habitat originel. Il est venu s'installer un peu au nord de Niala. Alors son village a été incendié, son père a été tué, et lui s'est enfui comme tout le monde, parce que comment ça se produit? Il y a d'abord un avion qui passe, un avion qui lance des bombes, pas forcément ciblées, il lance des bombes pour terroriser les gens et leur faire peur, et puis ensuite il y a l'armée régulière du gouvernement, puis les gens de Jaouid à chameau ou à cheval qui arrivent, qui tirent pour tuer, pour faire peur, et qui mettent le feu au toit de chaume des villages. Donc la photo que vous avez vue, c'est ce qui reste quand le village a été incendié. Et les gens fuient dans toutes les directions. Alors ce monsieur Ali était parti, lui, à Edouane, c'est-à-dire plus au nord. Et que font les gens? Ce premier-là, il va sur les marchés, puisque ce sont des gens de la terre, ils fréquentent les marchés, et il a des connaissances sur le marché, et il se cherche un camion pour partir. Lui, son camion allait vers la mer Rouge. Il n'a pas demandé son reste, il est parti vers la mer Rouge. Il s'est embarqué sur un bateau, il a été embarqué dans un conteneur, et au bout de 10 jours assez épouvantables, parce qu'il avait le mal de mer, il était enfermé, et au bout de 10 jours, il a débarqué à Marseille. Mais lui ne savait pas qu'il était à Marseille. Et là, on lui a dit, tu peux descendre, et puis voilà, tu es arrivé de l'autre côté. Alors, la traversée de la Méditerranée s'est bien passée pour lui. Mais ce qui s'est mal passé pour lui, c'est Talofra. Alors ça, en 2005, on lui a refusé sa demande d'asile. Et en ces termes, mais je me suis rendu compte après que ces termes, c'était un peu toujours les mêmes, ces déclarations sommaires et peu crédibles sur ses origines ethniques et géographiques sont non conformes aux informations disponibles à ce sujet à l'office. Alors les informations à l'office, elles ne sont pas très nombreuses, donc j'ai repris tout avec ce monsieur, c'est-à-dire son clan, que je connaissais par ailleurs, et avec lequel j'avais beaucoup travaillé. Je lui ai fait faire une carte pour qu'il montre les marchés sur lesquels il allait. Et finalement, ah oui, c'était aussi, il dit qu'il parle le Zarawa. Et non, il ne parle pas le Zarawa, il parle la Rotana. Alors je ne sais pas si beaucoup savent l'arabe, mais quand on dit de quelqu'un qui parle la Rotana, ça veut dire toutes les langues qui ne sont pas l'arabe sont la Rotana. Voilà, ou vous parlez l'arabe, ou vous parlez un espèce de patois, donc il n'était pas. Alors, vous voyez le travail qui a pu être fait avec ce monsieur, qui a eu finalement son papier lui donnant l'asile politique, soi-disant, mais il n'a eu aucune excuse de ce déni très important, et qui est une chose que j'ai constatée dans presque tous les refus
C'est-à-dire, heureusement que les gens ne savent pas bien le français. Et on ne leur dit pas tout ça, parce que quand ils disent « qu'est-ce qu'il y a dans mon papier ?», je dis « il faut prouver davantage votre origine, etc. » On ne dit pas « on vous prend pour un menteur ». C'est ce qui est absolument le cas. Bon, voilà. Alors après Ali, j'ai eu beaucoup de demandeurs d'asile. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, j'en ai eu il y a encore la semaine dernière, et puis j'en ai un autre dans 8 jours. J'en ai eu peut-être 200 ou 300, peut-être plus, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment compté. Pas beaucoup de femmes parmi eux, mais quelques-unes maintenant, soit qu'elles arrivent avec leur mari, soit qu'elles arrivent seules. C'est pas très évident pour elles de venir jusque-là. Alors au début, j'avais pas envie de faire une publication de ça, de ces travaux, mais je me suis dit que c'était bien d'ouvrir les yeux des gens et de dire à beaucoup de nos concitoyens que ce n'est pas des étrangers que vous accueillez chez vous, c'est des gens qui vous demandent de l'aide. Et c'est pour ça que le film qu'on va voir tout à l'heure montre que ces gens-là, ils peuvent s'en sortir. Et mon livre est assez pessimiste, si vous voulez, parce que je dis que je n'ai rencontré que des survivants, mais c'est vrai. Mais ces survivants, ils sont jeunes, et ils ont envie de faire des choses. Et quand ils ne sont pas trop découragés, parce qu'ils ont une attente très longue, plusieurs années pour avoir leur papier, on dit que ça va un peu plus vite maintenant, mais c'est pas évident. C'est au moins 2 ans. Après, quand c'est refusé, il faut qu'ils aient un avocat. L'avocat, il faut qu'il le paie. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la possibilité de travailler. Ils ont une petite somme d'argent, mais minuscule. Et bon, maintenant, il y a aussi un petit mieux, mais qui n'est pas un mieux non plus, qui est l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire ils peuvent avoir un avocat sans payer cet avocat. Mais cette aide juridictionnelle est peu importante par rapport à ce que demande un avocat. Un avocat, c'est 800 ou 900 euros. L'aide juridictionnelle, c'est 120 euros. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avocats, mais il y en a qui travaillent pour 120 euros. Et les autres, ils disent c'est pas assez. Donc, on arrive avant l'audience, on voit le monsieur une demi-heure, et puis ça suffit. Donc, ce qui implique de faire un bon dossier pour que l'avocat, éventuellement, puisse s'appuyer sur le dossier que vous avez fait. Alors maintenant, avec cette... bon, alors beaucoup... excusez-moi, je me suis trompée. Beaucoup de ces gens qui arrivent, beaucoup vont à Calais. Ils vont à Calais. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont envie vraiment d'aller en Angleterre et qui font tout pour aller en Angleterre. Surtout s'ils ont de la famille en Angleterre et ils ont des parents, souvent. Et puis ils savent quand même quelques petits mots d'anglais, ceux qui ont été instruits. Mais les autres, ils vont à la chapelle et à la chapelle on leur dit mais il faut aller à Calais. Parce qu'à Calais, vous aurez des papiers plus vite. Et surtout, si vous passez, en Angleterre, vous avez le droit de travailler. Et ça, le fait d'être en France et de ne pas avoir le droit de travailler, c'est une chose qui me paraît très, très grave et très peu bien pour les gens qui vivent comme ça et qui ne font rien. Ils sont en France et ils n'ont rien à faire. Ils dorment. Ils dorment et ils pensent. Et il y a eu quand même beaucoup de cas psychiques difficiles à soigner.
Bon, alors maintenant, eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Peut-être même s'il y a un petit moment, un petit break pour que peut-être la salle réagisse un peu. Hein? C'est un petit break, ça serait bien. Voilà. On peut parler. Voilà. Alors, vous réagissez peut-être, Voilà. et vous posez des questions. Moi, je comptais vous lire certains passages du livre, mais peut-être pas. Enfin, on verra. On verra tout à l'heure. Peut-être, Marie-Jo, si vous en êtes d'accord. Bon, ceux qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais déjà à nos amis qui viennent du Soudan, ou ceux qui ont travaillé avec eux, de dire un peu des choses. Peut-être là, c'est le corps vivant même de cette réalité qui pour nous reste théorique dans la tête, mais qui pour eux, c'est encore le corps, le sang, les moments de souffrance, la traversée, enfin tout ce qu'on voit en image qui paraît comme ça très plat, mais qu'eux ont vécu avec beaucoup de volupté et de rondeur et beaucoup de gravité, parce que certainement ils ont côtoyé des choses difficiles dans ce passage-là du Soudan vers ici ou ailleurs en Europe. Je pense que ça pourrait être bien un petit témoignage de leur part. Bon, ils peuvent parler dans la langue qu'ils veulent, hein. Elle traduira. Ah non. Si, tant que... Mariam, elle peut traduire, non? Mariam peut traduire. Très bien. Parlez dans votre langue. Je peux traduire s'il parle en arabe pour Mariam. En arabe, Non, oui, si c'est en arabe, il y a Kader qui va traduire, le vice-président. C'est ça qu'on l'a amené. Non, arabe. Non. Allez, bismillah, allez-y. Oui. Vous pouvez vous lever si vous voulez venir là, comme vous voulez. Venez là, venez là. Venez là pour le... N'ayez plus peur, là, vous êtes en sécurité. Bismillah. Je veux parler en français, mais je ne parle pas bien français. Je vais essayer si On va vous comprendre, on va vous comprendre. Ça va. Les choses qu'on a vues, c'est vraiment, en réalité, on a vécu, on a vu, il y a des choses qui se passaient, c'était très pire, mais il n'y avait pas de journalistes, pas de social media, qui peut-être vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a vu, les choses sont très vraies, il y avait beaucoup de choses qui sont passées comme ça, et c'est vraiment... On ne veut pas vivre encore les choses qu'on a vues. On veut vivre encore, on veut voir comme liberté, où il n'y a pas de la guerre, où on peut travailler, on peut rester tranquille, où on ne peut pas avoir peur. C'est ça qu'on veut, mais on ne veut pas d'aller là-bas au Soudan encore. Pour il y avait encore beaucoup de guerres et de morts, toujours. On n'a pas sécurité au Soudan, mais ici, on pense que c'est vraiment, on a en sécurité, on peut travailler, mais après d'avoir papier, on peut travailler peut-être. Je sais pas, parce que on a envie vraiment de rester ici, pas d'aller là-bas encore pour... Mais vous, si vous voulez, par exemple, votre départ du Soudan à ici, c'est quoi les moments les plus forts pour vous? C'était quoi? Vous êtes parti avec des gens, vous êtes parti seul? Comment ça se passe? Vous avez dit à la famille, papa, maman, au revoir? Ou c'est un coup, vous partez? Comment ça se passe? Non, vraiment moi en particulier, je n'ai pas dit aux mamans que je pars. Parce que si je l'ai dit, elle va s'inquiéter, elle va dire comment tu vas passer par la mer avec, avec un petit bateau où il y a beaucoup de gens. Nous étions à 630 personnes. 630. Oui, 630 personnes. Il y avait aussi des femmes et des enfants dans le bateau. Oui, dans le bateau. Il y avait des femmes et des enfants. Et j'ai pas dit ma famille que je vais traverser parce que ils vont
réfléchir comment elles vont passer. Et on a mis 6 jours dans la mer. Et les derniers jours, on n'avait pas de nourriture ni d'eau. C'était vraiment... Vous n'avez pas été repêché par un gros bateau? Non, c'est des petits bateaux parce qu'il y avait beaucoup de gens. C'est... À étage? C'était Petit bateau en bois? au deuxième étage. Oui, Et il n'y avait pas un conducteur du bateau? Oui, il y avait. Il y avait? Il y avait des conducteurs, oui. Quel est votre village du Darfour? C'est à Djenena, Je te gêne là. mais pas au centre, mais je suis allé à Djenena. Ça s'appelle Morne, si vous Morne. connaissez. Oui. Au camp de Morne. Oui. Oui, j'étais là-bas. Vous êtes Massalite alors? Oui, je suis le dos. Ma salette est fort. Ma mère, elle a ma salette et mon père, il est fort. Donc je parle deux langues. Ouais. Et vous avez eu l'asile politique? Oui, il y a 3 semaines. 3 semaines? Oui. Il a traversé de où à où? Alors, En bateau, On est parti de Libye. Libye. Ouais. Parce qu'on a été perdu dans la mer. On a pris 6 jours. 6 jours. Et vous êtes arrivé où? En Sicile? Oui, en Sicile après. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Il y avait eu un intermédiaire de financeurs qu'on appelle les passeurs. Oui. Vous avez été victime de ça aussi? D'avoir à payer très cher pour partir? Oui, on a payé à 1200 dinars libyens pour passer du Libye jusqu'à l'Italie. Et ça, c'est des bonnes conditions, si on peut dire. Parce que quand on vous met sur un bateau rustique, où vous êtes 100 ou 150 dans un bateau fait pour 50 personnes, eh bien, parfois vous n'allez pas très loin. Le nombre de gens qui se sont noyés dans la Méditerranée est très important. Et tous les gens m'ont dit que la pire des choses, c'est la traversée de la Méditerranée. On pensait que c'était une rivière. On ne savait pas que c'était une mer. Merci à vous. Bravo. Peut-être des questions aussi. Ce qui, j'entends la Ligue des droits de l'homme, c'est ça? Ces cas-là, à Istres, vous avez accueilli, enfin la ville d'Istres a accueilli, je crois, des réfugiés en ce moment, non? Ils sont à l'AFPA, au centre. Ah, ils sont à l'AFPA. C'est un centre, un CAO, un centre d'accueil et d'orientation, qui est basé à l'AFPA. Oui. D'accord. Et ça se passe comment? Vous suivez? Vous les suivez? Moi, je ne fais pas partie de l'ALDH. Ils ont une formation, ils font quoi? Ils en charge par une association qui est donc... Oui, je peux. Ah, voilà. Excusez-moi, Je peux parler de l'ADAMAL. Je suis partie du conseil d'administration de l'ADAMAL. C'est un organisme. Attendez, je vous passe le micro rapidement. Allez-y. C'est un organisme social depuis de nombreuses années et nous avons participé au premier accueil d'urgence qui a eu lieu. On n'entend pas. Allez-y, Alors, il est ouvert. il est allumé. C'est le récepteur. Je ne le mets pas bien. Voilà, là vous c'est bien. entendez. Oui, il y a eu il y a 2 ans donc les premières évacuations de Calais et l'AFPA et l'ADAMAL, donc l'AFPA comme hébergeur, la demeure comme accompagnateur social, ont commencé à accueillir les premiers réfugiés, naturellement sous couvert de la DDCS, c'est la préfecture qui Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous faites quoi alors, avec? Ben, il faut rien. Sinon, l'accompagnement pour qu'ils aient leurs papiers, puisqu'ils ne peuvent pas travailler et puis ils sont encadrés par différentes personnes pour s'habituer au contexte français et à la langue, mais ils ne peuvent pas malheureusement travailler ni avoir aucune activité tant qu'ils n'ont pas ces fameux papiers. Et à l'heure actuelle, ils sont encore sur la France. On m'avait dit qu'ils étaient dispatchés sur Marseille. Non, c'est qu'il y a 2 choses. L'AFPA, au niveau national,
fait des conventions avec l'État pour accueillir dans différents centres et l'AFPA a une politique qui varie suivant les mois par rapport à l'hébergement. Mais l'AFPA est toujours le centre des hébergeurs, donc c'est-à-dire qu'il procure le logement. L'accompagnement social est fait par la DAMAL. Et la préfecture a habilité 60 places à ce jour, qui sont totalement occupées. Comment? Je pense que sur Risque, on n'a plus personne. C'était parti sur Marseille. Ah ben vous voyez, c'est la rumeur, c'est l'ordre de la rumeur. Oui. Non, c'est que l'AFPA, à un moment donné, a voulu se retirer de... Mais... Non. Vous aviez quelque chose à rajouter? Non, simplement dire qu'il n'y a pas que habiter au foyer et attendre que commence le contrat de travail. Il y a toute une vie qui peut quand même... On est plusieurs intervenants, je pense, ici présents, qui accompagnons les demandeurs d'asile dans tout ce qu'ils ne peuvent pas faire en attendant, en tout cas, d'avoir du travail, enfin tout ce qu'ils peuvent faire plutôt. Donc il y a nous, à la MJC, on leur ouvre nos portes pour des activités au quotidien. Ils viennent, ils font du sport, ils apprennent des langues, ils font du chant, ils viennent participer à nos manifestations. Il y a des bénévoles qui sont là, qui les accompagnent sur l'apprentissage du français, qui vont dans les foyers leur dispenser des cours d'alphabétisation, de conversation. Enfin, on essaye de faire en sorte, nous étant préoccupés, qu'ils ne fassent pas rien en attendant d'avoir des papiers quand même. Oui, donc c'est très variable. Une question, il y a une intervention, Marie-Jeanne. Mais moi, bon, c'est juste une question, je remarque plutôt, parce qu'avant, quand on était demandeur d'asile, on pouvait travailler. Peut-être que ça a changé après, mais ouais, peut-être, mais avant. C'était comme de votre époque. Ouais, de mon époque. Oui, c'était au siècle dernier. Parce qu'avant, on pouvait travailler en attendant les choses. Je pense que peut-être que comme ils savaient que après, quand on commence à travailler, on commence à avoir une vie, après c'est difficile après de dire non. Même si on vous dit non après, on casse une deuxième vie, quoi. Parce que quand on demande d'asile, on vient, on a des problèmes, on vient ici. On commence à s'installer, à travailler, trouver une compagne et tout ça. Après, on vous dit non. C'est difficile. Je pense que c'est par rapport à ça, pour éviter ça, qu'on évite. Qu'ils commencent à travailler avant. Et voilà. Bon, même si déjà, au bout d'un an, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ils sont installés dans une ville, on sait qu'on les déplace souvent de ville en ville, et à chaque fois, il faut tout recommencer. Ils ont trouvé leur cours de français, ils ont trouvé leur environnement d'activité, ils ont trouvé des copains, des copines, et il faut recommencer, il faut repartir. En fait, on les brise tout le temps. C'est difficile. Moi, je trouve que ce qui s'est passé à Calais, c'était un projet du gouvernement, mais qui n'était pas mûr du tout. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous allez partir 8 jours avant. Et à ce moment-là, on leur a demandé où vous voulez aller. Certains ont dit, à côté de la mer. Bon, donc c'était les petits malins, si vous voulez. Et il y en a qui sont partis à Bordeaux, en particulier des femmes, parce que seulement des femmes ont été acceptées dans ce coin où les gens ne voulaient pas d'étrangers. Mais comme ils ont été obligés, ils ont pris des femmes, en disant si on amène des hommes, ils vont prendre nos femmes. Voilà, c'est comme ça existe aussi. Donc ils prennent des femmes, des hommes. C'est bien. Pas bête les Bordelais, ils boivent mais ils ont encore l'esprit. Et ces gens, il y a eu 18 femmes qui sont arrivées à Bordeaux, ils sont tous partis. Et certains ont écrit, ça y est, ont écrit à leur